Okay. Thank you very much for the invitation to come and speak here. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à Kenneth et merci à l'Académie de nous accueillir. J'ai bien peur de ne pas avoir compris ce que vous avez dit, mais en fait, donc ce n'est pas un document qui est basé sur ma thèse de doctorat. En fait, il s'agit d'une recherche ancienne pour le master, et donc mon doctorat est fait sur un sujet différent. Et donc, je voudrais revenir sur ce sujet. Je suis revenue sur ce sujet récemment, et en fait, dans les archives, au début de cette semaine, j'ai pu trouver de nouveaux matériaux à intégrer dans ce document, mais clairement, il y a encore du travail à faire. Et donc, je voudrais essayer de donner un aperçu de ce que je fais. Donc, le document aujourd'hui vise à donner une introduction à différentes manières dans lesquelles l'entente savante entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne s'est développée après la Première Guerre mondiale. Et donc, je vais faire référence aux échanges d'étudiants et aux voyages d'études. Alors, évidemment, il est intéressant de voir les expériences. Donc, par rapport à tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, je vais plutôt m'atteler aux bases. Et donc, il y a des parallèles, bien sûr, mais il y a aussi des perspectives un peu différentes. Je ne suis pas au niveau des professeurs, je suis à un niveau en dessous. Évidemment, ce n'est pas surprenant, mais néanmoins, on peut dire que l'entente, comme on a pu le dire dans le titre, dans le contexte de ces échanges et de ces voyages dans la période d'après-guerre, peut avoir différentes connotations et significations. Vous pouvez avoir un sens académique, acquérir une connaissance, comprendre un sujet, mais également comprendre au niveau culturel, politique et diplomatique, développer des liens entre les représentants de différentes nations et apprendre sur le monde. Également comprendre de façon personnelle, explorer les propres identités et gagner en expérience personnelle, ainsi que développer des relations et des amitiés avec d'autres personnes. Donc ces aspects sont clairement liés dans les instances, les instituts académiques anglo-allemands, dans les échanges en tout cas que j'ai pu examiner jusque-là. Quelques exemples. Alors, beaucoup de ces initiatives dans ces échanges anglo-allemands après la guerre étaient nouveaux. Néanmoins, il y avait une grande tradition sur laquelle se fondait. Avant 1914, l'interaction entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne dans la sphère académique était nombreuse et variée. Dans le domaine de l'échange étudiant ou de la mobilité, des milliers de Britanniques étudiaient en Allemagne fin du 19e, début 20e, tandis que les Allemands venaient étudier pour de courtes périodes en Allemagne, notamment les échelons supérieurs de la société allemande qui étaient attirés par une éducation Oxford-Cambridge, appelée Oxbridge. Dans l'ensemble, les relations scientifiques anglo-allemandes au XIXe siècle et au début du XXe se sont développés et ont eu un impact énorme, non seulement sur les cultures académiques, mais également sur les débats publics et politiques dans les deux pays. Et de même, l'avancement, l'échange des étudiants a été vu de plus en plus comme une manière de maintenir, voire d'améliorer les relations anglo-allemandes, de développer une compréhension mutuelle, plus généralement dans le contexte de la montée des tensions entre ces deux pouvoirs. Et même ainsi, ou à cause de cela, ces échanges ont impliqué souvent les élites de ces pays qui avaient traditionnellement été associés avec ce qu'on appelait l'antagonisme anglo-allemand. Ceci est clairement illustré par exemple par donc la manière dont les échanges étaient vus comme une manière d'améliorer la compréhension et la coopération étaient vus, par exemple des bourses qui étaient remises aux étudiants allemands par la Fondation Rhodes pour assister au cours d'Oxford. Et donc ceci vient de la pensée de Cecil Rhodes qui pensait qu'une bonne compréhension entre l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis assurerait la paix dans le monde. Fin de citation. I needn't go into too much detail on this here, and we've had excellent introductions to this so far. I'll just briefly outline a few things. So the war halted student and professorial exchange between Britain and Germany. Although this was certainly regretted and lamented by many people who had been involved, and many hoped, unfortunately in vain,
that the break would not last long. Worse still, however, students, many of whom had studied abroad before the war, were particularly highly represented in the ranks of those who joined up and fought on the battlefields. While, as we've heard extensively today, academics themselves played a notoriously prominent role in the intellectual battles which accompanied the military conflict. The war therefore engendered a severe breakdown in trust between the academic communities of these two nations, which had traditionally cooperated with and respected each other. Germany's reputation as a leading academic power and popular destination for British students was particularly badly damaged. As we've also heard, German academic isolation found its most marked expression in the exclusion of German academics and students at the level of organized international scholarship, which was largely under the control of academics from the former Allied nations. This so-called boycott of German scholarship, which was actually a term that the German scholars themselves used to describe this exclusion, was also matched by a kind of counter-boycott on the part of many German students and academics who didn't hide their own indignant reactions to what they saw as humiliating treatment of them and the German nation as a whole by the Allies. While some scholars claim, in many ways rightly, that it took many years before foreign students and professors started returning to Germany after the war in order to improve their scientific knowledge and develop their skills as they had done so often in the past, it has also been suggested that there were more cracks in the boycott and counter-boycott than has been initially assumed, at least beyond the official structures of the international academic organizations, as we've also been hearing today, and that student exchange was in fact one of the ways in which cultural contact was re-established between Britain and Germany relatively soon and relatively successfully after the end of the war. So, what was the nature of this exchange and how did it come about? As a guide to university exchanges in Europe, published in 1928 by the League of Nations Paris-based Institute for Intellectual Cooperation, claimed in its introduction, the years following the First World War were, to a great extent, a typical founders' period of international university activities. Indeed, a multitude of organizations were established at international and national levels, and this can also clearly be observed in, and in turn sheds more light on, the realm of Anglo-German academic exchange after the war. One important example of such a post-war foundation was the Confédération Internationale des Étudiants, the CIE, founded in 1919, and which was described by some contemporaries as a students' League of Nations. Student mobility and exchange was a major concern for the CIE and an important element of post-war student and cultural internationalism. The CIE sought to give students the opportunity to develop an appreciation of the post-war international order and to experience other cultures firsthand, in the hope that this would foster deeper understanding and influence future relations at a personal but also wider political and diplomatic levels, since it was expected that many of the participating students would later take up roles in these spheres. The CIE served as the international umbrella organization that brought together various national student unions. Indeed, the National Union of Students from England and Wales was founded in 1922 with the chief purpose, it seems, of maintaining relations with the CIE. The German student body, the Deutsche Studentenschaft, however, had a fraught relationship with the CIE, particularly with its French, Belgian, and Polish members. And this is where we can see some parallels with the other organizations that we've been hearing about so far. And throughout this period, negotiations on a compromise for the Deutsche Studentenschaft's possible admission to the CIE were extensive and heated, but ultimately failed. And this was primarily due to the Studentenschaft's pan-German aspirations and claim to represent German-speaking students beyond the Reich's post-Versailles borders. Nevertheless, while the Deutsche Studentenschaft did not join the CIE, it did assume the role of a kind of associated group and cooperated with the CIE on some issues, including student travel, which was a further testament to the importance of this aspect of international student life in the aftermath of the war. So Anglo-German relations within the CIE setting were far from straightforward, but there was certainly an air of cautious sympathy between the English NUS and the Deutsche Studentenschaft, which also found expression in study trips between Britain and Germany.
Reporting in September 1922 on a trip made by 18 English students to Germany, for example, Iverson McAdam, the president of the NUS, wrote that this had been one of the NUS's most successful international undertakings to date. McAdam emphasized his gratitude for the energetic organization anglo-saxon. De plus, cet étudiant a souligné à quel point cet aspect de coopération du NUS était un aspect important. Il permettait non seulement aux étudiants anglais de rencontrer de jeunes Allemands, de prendre entre guillemets des vacances et de comprendre les conditions dans lesquelles vivaient les Allemands. Alors ce genre d'entreprise était relativement limité, mais elle permettait elle témoignait de leur importance dans des circonstances assez compliquées, telles qu'on pouvait les voir dans les années 20. En outre, McAdam a mis l'importance et a mis aussi l'accent sur la facilitation des contacts entre les étudiants allemands et les étudiants anglais. Il était nécessaire de comprendre les étudiants des autres pays. Certains des documents que j'ai trouvés et qui portent sur des réunions entre des représentants du NUS et du Deutsche Studentschaft indiquent une coopération bilatérale entre ces organisations. Une réunion a par exemple eu lieu au mois d'août 1926 à Londres, au-delà du cadre formel du CIE, et cette coopération s'est poursuivie à la fin des années 20. De telles réunions étaient l'occasion de partager des informations, de distribuer du matériel promotionnel sur les activités des uns et des autres, de se prononcer en faveur d'une baisse des coûts de voyage pour les étudiants et de planifier des voyages d'études pour les étudiants qui étudiaient l'ingénierie et le commerce. Un des voyages qui avait été programmé était un voyage à Brême, un autre à Hambourg, Kiel, Berlin, Dresden, Leipzig et dans la vallée de la Ruhr. Ce qui montre que ce genre d'activité se développait et qui montrait en fait quel genre d'activité il était nécessaire d'organiser pour ces groupes d'étudiants. En outre, le Deutsche Studentschaft, avec des représentants d'autres membres nationaux de la CIA, le président polonais et les délégués de l'organisation estudiantine tchécoslovaque, ont également été invités à participer au congrès du NUS à Bristol en 1927. Selon les participants allemands présents au congrès, bon nombre de sessions portaient sur des sujets politiques tels que la Société des Nations, le couloir polonais et d'autres questions portant sur les minorités ethniques en Europe de l'Est. D'autres sujets étaient les conférences économiques mondiales et l'évolution de la Chine. Ce genre de réunion était l'occasion de débattre de toute une série de questions internationales selon plusieurs points de vue et témoignait d'une certaine manière de l'intégration de la délégation allemande, alors qu'à l'époque, la Deutsche Studentschaft se trouvait dans l'impasse au niveau de ces discussions avec d'autres groupes nationaux concernant son adhésion à la CIA. D'autres initiatives institutionnelles pour promouvoir une meilleure compréhension scientifique ont eu lieu en Allemagne, par exemple l'AAD qui a vu le jour en 1925 et qui a mis en place un programme d'échange avec l'université d'Heidelberg. Une autre initiative, c'est l'Alexander von Hulbe Stiftung, une institution qui a vu le jour en 1925 et il y en a bien d'autres dont on a d'ailleurs parlé aujourd'hui. Des mesures
spéciales au vu du contexte d'après-guerre ont d'ailleurs été prises. Le comité exécutif de l'AAD incluait des représentants des ministères de Prusse et du Reich et ont reçu des subventions financières de la part du ministère allemand des Affaires étrangères. Le AAD et d'autres organisations étaient des organisations semi-autonomes qui étaient en quelque sorte à l'avant-garde de la diplomatie culturelle allemande pendant la période d'entre-deux-guerres. C'est une période pendant laquelle toutes les activités ont augmenté et se sont intensifiées en Allemagne. Et c'est vrai, l'Allemagne avait perdu la guerre en raison des activités culturelles plus développées des alliés, pas uniquement en termes de propagande, mais d'autres activités qui avaient lieu via l'Alliance française. Et les Allemands, là, se sont dit qu'ils n'avaient pas pris le train en marche comme ils l'auraient dû. Alors, est-ce que c'est justifié ou pas? Je n'en sais rien, mais c'est là la perception qu'ils en avaient de ce contexte. Non, visiblement, il était nécessaire de redéployer la culture allemande pour une bonne compréhension mutuelle pour l'Allemagne. Mais bon, l'Allemagne se sentait mal comprise, mais surtout pour faciliter et encourager une meilleure compréhension entre les différentes nations après la guerre. Le développement et l'étoffement de l'AAD s'est avéré très important pour les échanges académiques entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. En 1926, l'AAD était en mesure de commencer les préparatifs pour l'ouverture de son propre bureau à Londres. Et une ambassade culturelle a vu le jour à Londres à la fin des années 20. À cette époque, l'ambassade allemande ne devait pas concentrer les activités culturelles. L'idée, c'était que les gens du monde culturel, plutôt que les gens de la diplomatie, s'occupent eux-mêmes de la culture. L'AAD a également démarré un programme d'échange avec l'Allemagne qui a mené à la création de l'AGAB, un conseil académique anglo-allemand. Le premier directeur de l'AAD, Werner Plicht, a souligné le but de l'organisation de créer un climat d'amitié internationale et faire montre de la bonne volonté du monde académique. Ce programme devait être l'expression vivante de la camaraderie intellectuelle et devait produire une certaine amitié authentique entre les jeunes. Les représentants du monde académique des anciennes nations en guerre devaient se rencontrer et travailler ensemble et mettre fin à leurs préjugés pour encourager un jugement équitable et une appréciation de l'autre et de l'étranger. Plicht a essayé de surmonter l'isolement de l'Allemagne et de restaurer l'internationalité de la science. Il estimait en effet que ces échanges internationaux parmi l'élite intellectuelle avaient un rôle important à jouer. Ensuite, Pick a quitté l'AAD en 1927 pour rejoindre la Société des Nations. Son successeur, Adolf Morsbach, a davantage mis l'accent sur l'idée que les échanges académiques constituaient un moyen d'encourager l'appréciation mutuelle de l'autre, de l'étranger, et la consolidation des identités nationales des participants. Si Picht avait de manière tout à fait inévitable restaurer les contacts et l'amitié académique, ces démarches initiales et l'amélioration du climat international ont signifié que Morsbach a pu accentuer le besoin de promouvoir la culture allemande. Et à cette fin, Morsbach a travaillé pour une plus grande centralisation institutionnelle, pour regrouper l'AAD avec d'autres
d'autres institutions allemandes actives dans les échanges académiques. Les liens et l'influence sur les bureaux internationaux académiques dans les universités allemandes ont également été renforcés. Au bout du compte, le DAD est devenu un réseau de large portée et bien coordonné, travaillant avec des institutions politiques et éducatives et dévouées aux échanges entre étudiants. D'autre part, Morsbach a redoublé d'efforts pour donner la priorité aux qualités personnelles. Cette démarche était fondée sur l'expérience qu'il avait accumulée lors d'un séjour d'1 an au Trinity College. Il estimait que les talents académiques étaient importants, mais qu'il était nécessaire d'accorder la priorité aux qualités personnelles et aux attitudes humaines. Cette vision qui se fondait aussi sur la création de bureaux internationaux dans les différentes universités, devait aussi amener les étudiants à représenter leurs universités avec dignité. Revenons-en à la GAB. Bien qu'il s'agissait là d'une initiative allemande, la GAB était gérée par les Britanniques. Parmi ses membres, on trouvait des représentants du monde académique. Sir Harry Mice en était le président, Sir William Beveridge, Gilbert Murray, Michael Sadler de l'Université d'Oxford, et le Dr Charles Grant Robertson de l'Université de Birmingham, des gens très connus en Grande-Bretagne à l'époque. D'une certaine manière, la GAB a démontré un certain niveau de centralisation dans l'organisation des échanges anglo-allemands. Mais comparé à l'AD et au DAD, la GAB était une organisation de petite envergure qui se rencontrait régulièrement à Londres. Ces bureaux étaient officiellement situés dans ceux de l'Association mondiale pour l'enseignement des adultes. Dans ses documents propres, la GAB réaffirme l'espérance de Picht de promouvoir l'amitié et la compréhension entre les étudiants britanniques et allemands et signale qu'il est clair que l'expérience accumulée et l'amitié qui se formera entre les jeunes pendant une année d'études seront là un moyen pour favoriser la compréhension mutuelle entre les nations. La GAB devait se charger de choisir des candidats britanniques pour aller étudier en Allemagne. Je n'ai pas trouvé les critères précis sur lesquels ils se basaient, mais les étudiants pouvaient poser leur candidature et devaient également faire parvenir une lettre de recommandation de la part de leur université qui devait attester de leur qualité et de leur talent. Les candidats étaient également appelés à Londres pour participer à des entretiens. Le processus de sélection, en fait, ressemble d'une certaine manière au processus standard de sélection dans les universités. Les impressions de Morsbach évoquent que ce processus, en fait, aurait dû davantage tenir compte des qualités personnelles des étudiants. Mais il n'est pas clair si la GAB était véritablement à la recherche d'étudiants qui devaient faire office, en quelque sorte, d'ambassadeurs dans leur pays d'accueil. La GAB était également chargée d'approuver les candidats allemands recommandés par l'AAD pour venir étudier en Angleterre et de prévoir toutes les modalités d'accueil nécessaires au sein des universités britanniques. Bien qu'il
se soit mis d'accord qu'il devait s'agir là d'une parité d'échange, l'AGAB a voulu renforcer le programme en Allemagne. Le contributeur financier principal du Conseil était le Road Trust, mais les subventions du Road à l'AGAB ont également été revues à la baisse lorsque celui-ci a lancé son propre système de bourse en Allemagne en 1930. Sinon, le Conseil recevait également des dons de la part de différents membres, de la part de banques, de trusts, de philanthropes et d'entreprises qui souhaitaient promouvoir une meilleure compréhension entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. La nature de ces déséquilibres organisationnels et financiers montre des différences nationales dans la manière dont les activités culturelles et les échanges académiques étaient conçus et vus dans la société allemande et anglaise à l'époque. Néanmoins, la GAB souhaitait se réaffirmer et affirmer sa propre identité et ne pas être vue comme étant secondaire au DAD, même lorsqu'il a atteint une situation financière déplorable en 1929 et 1931, voire plus tard. Le Conseil n'a pas voulu mettre en suspens ces opérations, ne fût-ce que temporairement. Au début des années 30, il a même entrepris une réforme de son travail pour tenter de régler ces problèmes financiers. Il a également voulu se renommer le British Academic Exchange Board, mais cela n'a rien changé. Les échanges entre l'Angleterre et l'Allemagne sont restés une priorité et malgré l'envergure plus limitée de ce conseil, eh bien, il était considéré comme étant tout à fait valable. Comme cela a été remarqué par d'aucuns, le programme a permis à des étudiants allemands d'étudier en Grande-Bretagne et ce programme a également permis à des étudiants britanniques de passer une année en Allemagne. Ce programme constitue un véritable avantage national, a-t-on dit à l'époque. Alors, jusqu'à présent, j'ai abordé les motivations et les approches des organisateurs de différents représentants des programmes d'échange entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Mais quid des étudiants qui ont participé à ces programmes? En raison du manque de temps, je me concentrerai sur les étudiants britanniques qui ont été choisis par l'AGAB pour étudier en Allemagne. Donc voilà, je n'aurai pas pour des raisons de temps l'occasion d'aborder la situation inverse. Entre 1926 et 1930, l'AGAB a sélectionné entre 5 et 10 étudiants chaque année pour aller étudier en Allemagne dans des universités. Il s'agissait là d'un petit nombre d'étudiants, mais au vu de la situation politique et économique d'après-guerre et en raison de la Grande Dépression du début des années 30, il n'était pas possible d'augmenter ce nombre. Les demandes d'échange provenaient d'étudiants de l'Université de Londres, de Manchester, de Bristol, de Birmingham, etc. Et ces étudiants envoyaient leur candidature pour les universités de Francfort, Heidelberg, Tübingen, Göttingen, Freiburg ou Berlin. Les universités qui recevaient les étudiants britanniques montre bien que la plupart des étudiants britanniques ne souhaitaient pas forcément expérimenter le glamour de Berlin, mais préféraient la vie provinciale à celle de la capitale. Les dossiers et les rapports envoyés par les participants à l'AGAB pendant leur séjour en Allemagne mettent en exergue toute une série de motivations et d'expériences, parmi lesquelles
des efforts académiques. Les sujets étudiés, les matières étudiées par les candidats de l'AGAB étaient très divers. On retrouvait la langue et la littérature allemande, la philologie, les matières classiques, l'histoire, la philosophie, l'économie, la physique, la chimie, la géologie, la minéralogie et même l'industrie minière. Bon nombre des candidats et ceux qui ont été choisis avaient déjà effectué leurs premières années de cours à l'université. Bon nombre d'entre eux souhaitaient incorporer dans leur travail de recherche et dans le travail universitaire cette expérience vécue en Allemagne, en particulier pour ceux qui étudiaient les sciences naturelles. Même si ces rapports montrent qu'ils n'ont pas toujours eu l'occasion de travailler avec les professeurs avec lesquels ils auraient souhaité travailler, la plupart d'entre eux s'avéraient tout à fait satisfaits de la supervision et de l'accompagnement qu'ils avaient reçus. Ce respect mutuel et ce travail de bonne qualité n'a pas empêché l'existence de différences dans la manière dont les études se déroulaient en Allemagne et en Grande-Bretagne. Par exemple, un étudiant qui voulait effectuer son doctorat à Tübingen s'est rendu compte que cela n'était pas possible parce que la discipline de sciences politiques qu'il étudiait n'avait pas d'équivalent dans les universités allemandes. La possibilité de démarrer des études en histoire ne lui paraissait pas possible parce que, selon lui, la différence de méthodologie entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne était trop importante et c'est peut-être d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Cet étudiant était parvenu à la conclusion que travailler en vue d'un examen n'était pas ce qu'il avait à faire de mieux en Allemagne, étant donné que les activités économiques ne contenaient pas toute la vérité sur l'Allemagne. Le temps libre était également une expérience importante, de même que l'amitié, les rencontres personnel. Un des premiers étudiants sélectionnés par l'AGAB pour se rendre à Francfort en 1926-1927 a consacré la plupart de son rapport sur son temps libre, pendant lequel il a eu l'occasion de faire connaissance avec des Allemands, non pas de manière superficielle, mais de manière plus approfondie. Il dit avoir rencontré des gens très intéressants de tous les horizons et ce qui lui a permis d'approfondir les questions politiques et sociales. Il dit j'ai eu l'occasion d'être en contact avec ceux qui avaient souffert pendant la guerre et pendant la période d'inflation et j'espère pouvoir contribuer au travail de réconciliation. D'autres ont fait part des difficultés à rencontrer des étudiants allemands et n'ont pas profité de cette vie d'association. Un étudiant britannique étudié à Tübingen en 1925 s'est rendu compte que les sports permettaient de surmonter ces obstacles et que grâce aux cours de boxe, de natation, eh bien, ces contacts avec les étudiants en avaient gagné. Le système de fraternité qui restait apparemment très fermé, même si un étudiant reconnaît avoir fait connaissance avec des membres de ces fraternités très restreintes. Dans ce contexte, les dispositions institutionnelles et les groupes constituaient une bonne manière pour les étudiants de se rencontrer. Selon un étudiant qui était à Francfort en 1927, il existait un club académique au sein duquel les questions internationales de type intellectuel étaient abordées et qui permettait de créer des amitiés. Un étudiant britannique à Francfort entre 1931 et 1932 était reconnaissant pour l'existence d'un club international qui était géré par des étudiants internationaux et qui comptait également des membres allemands et autres visiteurs allemands. Ces groupes étaient là pour promouvoir la compréhension internationale, mais pas seulement. Ils
étaient nécessaires pour aider les étudiants étrangers à se faire des amis, ce qui était absolument nécessaire pour que leur séjour à l'étranger soit un succès et pour qu'ils puissent avancer dans leur carrière intellectuelle et professionnelle. Une fois que les amitiés avaient été formées, ces rencontres entre personnes menaient généralement à des comparaisons entre la Grande-Bretagne, l'Allemagne, entre les Britanniques et les Anglais. Si la connaissance intime d'affinités anglo-allemandes et différences était vue comme un objectif de ces échanges par les organisateurs, les impressions étaient assez mélangées. L'étudiant anglais de Göttingen en 31-32 a dit par exemple qu'il avait reçu un accueil chaleureux d'un bon nombre d'Allemands. Néanmoins, il n'a jamais trouvé d'Allemand qui est avant tout un sens de l'humour et des différences d'importance vitale. En plus, il était assez alarmé de détecter un esprit d'animosité héréditaire qui existe malgré l'amitié personnelle. Même s'il n'était pas nécessairement dirigé vers lui ou vers l'Angleterre, plutôt la France, c'était un esprit qu'il pouvait ressentir et qui était développé, encouragé plutôt que contré. Et à ses yeux, cela consistait à une séparation empathique entre nous, emphatique entre nous. C'était peut-être, comme il le dit, la compréhension mutuelle la plus complète. Néanmoins, cette expérience ont également mené à la conclusion que cette différence de perspective n'était pas naturelle, mais plutôt bizarre. L'ambivalence de ces interprétations ne constitue pas un échec ou un manquement à ces programmes d'échange, mais du point de vue tant des organisateurs que des participants, on confirmait que passer du temps à l'étranger en tant qu'étudiant d'échange était un processus d'acquisition de connaissances et de tentative de comprendre le sujet non seulement de l'autre, mais également de ses hôtes, et les différentes manières dont le monde fonctionne de façon plus générale. Merci.